Avertissement. Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Et surtout des petits bambins. Et surtout des petits bambins. Salut mes petits farfadets. Aujourd'hui on parle du premier Alpha Flight dont je vous exhibe avec une ostentation virile. Le comique en VO sous vos yeux blasés qui ont perdu l'habitude de s'émerveiller de ce qu'ils voient. C'est vrai les mecs que vous avez plus d'étoiles dans les yeux et c'est trop triste. Ça me ferait plaisir que vous vous ressaisissiez. Allez mec, t'es pas encore vieux. C'est pas parce que t'es devenu un daron grisonnant ou blanchissant comme l'Arfan à la limite du vindicatif et qui tel Vega sent son étoile vaciller dans l'aurore crépusculaire aux teintes flamboyantes de la fourrure orangée du premier Sasquatch chamanique qui se présente que tu dois mariner et te la jouer petite puce. Allez ma gueule, laisse renaître l'ado qui était en toi. Je suis sûr qu'il y a encore de la vie dans ta box. Allez gros, viens chercher bonheur avec cette vidéo enjouée et remplie de pétulance. Laisse-toi envahir par ce flot de nostalgie que je tente de réveiller chaque semaine sur cette chaîne incroyable du cul. Allez, je te laisse quelques secondes pour faire revenir l'ado d'autrefois, le temps du générique. Vas-y, envoie le bousin. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te le dis. Non, un bel Ramsey. Ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Ah, Alpha Flight, le groupe de super-héros canadiens colorés et chatoyants qui fit son apparition dans l'Uncanny X-Men 121 en mai 1979. Tu te souviens ma gueule? T'avais déjà du poil à l'époque, mais pas forcément du succès avec les plus belles filles de la classe. Nous avions pu nous délecter de l'incroyable bagarre contre les élèves de Xavier à Calgary dans le Special Strange 23 de mars 1981. Mitterrand était encore de gauche et Coluche, maître d'école. Sans oublier la première apparition de leur chef, alias l'arme Alpha, apparu dans l'Uncanny X-Men 109 de février 1978, qu'on a pu voir dans le Special Strange 17 d'août 1979. Souvenir. Tu te souviens aussi de la baston contre le Wendigo dans l'Uncanny X-Men 140 de décembre 1980, lu dans le Special Strange 35 de mars 84. Voilà, c'était du putain d'épisode explosif qui te foutait une bosse dans le pantalon. Ce groupe canadien avait tout pour nous enjailler. Typiquement le style de héros qui aurait dû rester des guests traversant les séries des autres personnages de Marvel, et cela aurait été cool. Mais la Maison des Idées a eu la mauvaise idée de vouloir absolument faire leur propre série. Pourtant les débuts n'étaient pas si mal avec l'Alpha Flight numéro 1 d'août 1983 que nous avons pu lire dans le Strange 179 de novembre 84 et le Strange 180 de décembre 1984. Ça ne pouvait qu'être bien avec John Byrne au scénario, au dessin et à l'ancrage. 2 semaines après la rupture d'Alpha Flight dans X-Men 140, et ouais ma gueule, regarde, c'est dans les dernières pages de l'histoire des X-Men, dans le Special Strange 35, et ben Vindicator retourne dans l'enceinte du gouvernement qui avait été leur base, histoire de proposer un bon flashback au lecteur. Bon, en gros, il est au chômage. Peut-être l'occasion pour lui d'utiliser son compte CPF et peut-être faire une formation pour trouver un vrai boulot. Parce que super-héros, c'est comme youtubeur, c'est pas un vrai job. Vindicator alias James Hudson fait un point sur sa vie. Byrne a avoué qu'il n'avait jamais aimé ce nom de Vindicator. On ne peut que remarquer la similitude de Vindicator avec le Capitaine Canuck, ce qui, selon Byrne, était une coïncidence. D'ailleurs, ils ressemblent tous les deux à un héros de dessin animé des années 60 appelé Super President, mais je n'ai pas trouvé d'image, alors je vous montre à la place ma figurine de Vindicator. T'as vu comme elle est swag, gros? Tu me klaxonnes parce que je suis beau gosse? Nique ta mère. Oui, bah, faisons comme ça, alors. Vindicator pense que c'est la fin de l'équipe et il songe également au sort de la division Beta et Gamma. Nous avons sur une page un bref aperçu des équipes. La version Beta est relativement bien étoffée du point de vue de la conception. Par contre l'équipe Gamma est plus terne avec ses costumes sortis tout droit de chez Babou et il est difficile de déterminer grand chose à leur sujet. Byrne a déclaré à ce sujet que lors de la rédaction de cet épisode, il n'avait pas encore vraiment développé ses personnages. Les équipes Beta et Gamma sont apparues chacune sous la forme d'un seul panneau dans le premier numéro d'Alpha Flight. Je n'avais aucune idée de qui étaient ces gens. Au fur et à mesure que la série progressait et que je voulais introduire plus de personnages, je suis revenu sur 2 panneaux et j'ai commencé à réfléchir à qui ils étaient. Bref, Johnny s'en battait vraisemblablement les steaks. Tu le sens, le gars qui a une commande et qui a pas envie de l'honorer. Tu sens que le gars avait besoin de faire autre chose et qu'une formation, grâce à son CPF, lui aurait peut-être permis de se repositionner professionnellement. Bref, Vindicator rentre chez lui et commence à se tripoter avec sa femme, genre tu sens que ça va vite partir dans les buissons façon Bois de Boulogne, vient faire l'amour dans les fesses. Mais il reçoit un appel de son ancien agent de liaison avec le gouvernement, Gary Cody. Annie Cordy? Non, Gary Cody, qui l'alerte au sujet d'une perturbation dans le Nord. Et Vindicator part enquêter seul. Mais sa femme, Heather Hudson, séduisante comme tous les mammifères placentaires et marsupiaux, se rend dans son bureau secret pour convoquer le reste de l'équipe, y compris les 2 nouveaux membres qui avaient été promus de Beta Flight après une formation grâce à leur compte CPF
CPF, juste avant l'annulation des programmes. Bien se fait plaisir avec les formes appétissantes d'Heather. Il nous dessine le prototype de la femme ultra F, avec tous les attributs féminins de la jeunesse et de la féminité, gorgés d'érotisme clinquant. Et puis, femme à lunettes, femme à... Au passage, le t-shirt chelou de Heather existe vraiment. C'est le t-shirt Où diable est Height River fait allusion à une petite ville de 13 000 habitants dans l'Alberta et il se vend bien sur internet. Regarde ma gueule, je l'ai retrouvé. Joli. Ce qui ne fait pas vraiment avancer notre étude de ce comics, mais bon, j'avais pensé que ça pourrait vous intéresser. Non. Pendant ce temps, nous avons un aperçu du travail quotidien de Shaman en tant que médecin. Oui, Shaman est un Indien qui respecte la tradition de ses ancêtres tout en ayant fait des études nécessaires pour maîtriser la science de l'homme blanc au quotidien. C'est possible. Un chaman moderne qui reste tout de même très attaché à ses croyances ancestrales. Pourquoi pas? Et qui garde le crâne de son grand-père dans une boîte pour discuter avec lui. Nique ta mère. On voit aussi une rencontre entre Northstar et Aurora au couvent. Et oui, on les retrouve au départ dans une paisible et calme maison religieuse, bien que cela n'a rien d'étonnant, car on sait bien que le gai Jean-Paul a toujours aimé les cénobites tranquilles. Or donc, il se trouve que sa sœur travaille dans un couvent. Frigide de partout et vierge glacée sans son corps de Diane, Aurora, dit Jeanne-Marie Beaubier, est assez coincée du pétou et pisse froid, genre vieille fille au cul déshérité au bal des boudins. Psychotique, certainement, elle s'évanouit quand son frère l'invite à se lâcher et à apporter un peu de folie en mode YOLO dans sa vie en détachant ses cheveux et à se regarder dans le miroir. Elle est quand même vachement plus séduisante ainsi. Et comment donc? Et comment donc qui, je vous prie? Et commandant Cousteau. Ah ben, elle vient de loin celle-là. Bon, par contre, monsieur Byrne, si vous voulez parler en français, il va peut-être falloir réviser un peu parce que vos tentatives de construction de phrases ressemblent plus à de la langue de Molière sous absinthe, mais voyez plutôt. Mais non, je veux dire, regardez cette case. Nom du nom, mon petit. What? Nom de nom, mon petit? On dirait une composition d'un lycéen d'aujourd'hui. Tu sais, les jeunes d'aujourd'hui ne mettent pas de S au pluriel, mais ça ne les dérange pas d'en mettre un au singulier ou à la fin d'un verbe quand ils le conjuguent au pluriel. Je vous rappelle qu'en grammaire, les accords servent à écrire la bonne forme des mots en fonction d'autres dont ils dépendent. Les mots peuvent prendre une forme masculine, féminine, être au singulier ou au pluriel, tout ceci dans le but d'une meilleure compréhension de la phrase. Alors pourquoi ce con met un S à mon petit? Nous apprenons également que le joyeux Northstar, dit Vega, est un célèbre champion de ski qui utilise ses pouvoirs de vitesse pour tricher, mais il ne considère pas cela comme de la triche, puisque c'est une capacité naturelle. Voilà, en fait l'exposition des personnages dans ce premier récit est assez justifiée et intéressante, et a toutes les promesses de nous offrir les prémices d'une saga alléchante, tellement les psychologies sont intéressantes. Cela semblait vraiment indiquer une planification à long terme, mais Byrne a démenti cela en expliquant que cette exposition était vraiment juste improvisée. Ouais, moi je me demande quand même s'il était pas un peu con. Pendant ce temps, le nain puissant acrobate nommé Puck a du mal à rejoindre le reste des membres de son équipe. Un impuissant, c'est cocasse. Ouais, j'avoue, j'ai pas fait exprès. Attends, je le note. Dans Amazing Heroes numéro 22, Byrne a spécifiquement déclaré que Puck n'avait pas de super pouvoir et ne recevrait aucune origine à cause de cela. Le mec est en fait aussi inexistant qu'une voix off dans une vidéo. Non mais je dis pas ça pour toi mon pote. Ah bah d'accord, mais enfin, ça fait un petit peu mal quand même d'entendre ça. Oh bébou. En fait, au départ, il voulait Serval comme membre permanent de Alpha Flight, mais il a créé Puck comme remplaçant lorsqu'on a dit à John que c'était mort pour l'utilisation de Serval. Alors après une formation, grâce à son CPF, Byrne a compensé l'absence du carcajou par la création de Puck, car les deux étaient petits et poilus. Hein. Voilà, on en est là, quoi. Mais déjà, nous revenons dans le Grand Nord. Guardian, dit Vindicator, arrive à l'endroit où l'étrange perturbation a été enregistrée. Tout est la faute d'un vieil homme qui n'a pas une bonne mine. Une mine! Qui s'est sacrifié pour invoquer un morceau de terre géant et sensible appelé Toundra. Snowbird, dit Arfan, est déjà sur la scène et se rend compte que l'entité réveillée est l'une des anciennes ennemies de sa lignée divine. Finalement, le reste de l'équipe se présente également, et nous assistons à un tas de scènes vraiment cool de la part de l'équipe qui essaye littéralement de démolir Toundra. Et ça fait bim bam boum, et bien de se lâche dans l'exécution des dessins. Sasquatch sur le dos de la créature est particulièrement soigné, arrachant d'énormes morceaux de son corps terrestre. C'est vrai que Sasquatch est vraiment bien réussi avec sa fourrure soyeuse et ses pectoraux proéminents. Et tu te calmes YouTube, hein, on voit pas les tétons, hein, et même si c'était le cas, ce sont des tétons de mec, hein, ça ne produit pas de lait, hein, alors tu te calmes sur le strike. Pourtant l'équipe n'est pas en mesure d'arrêter la créature gigantesque jusqu'à ce que le nouveau membre de l'équipe, l'aquatique Marina, arrive dans une trombe d'eau géante que Shaman est capable d'utiliser pour éroder Toundra. Ils finissent par vaincre l'entité qui est aspirée par son propre trou de balle, et l'épisode se termine dans la maison de Jem Hudson. Tenace comme un caca collé sous la chaussure, Puck s'accroche à son rêve de faire partie de l'équipe. Il arrive à temps pour entendre l'équipe dire qu'elle restera ensemble, et qu'il en fera partie. Pardonnez-moi. Oui, allô? Bonjour, je voudrais vous parler de votre compte CPF. Je ferai le nécessaire, merci. Oui, je disais quoi, moi, déjà?
En fait, je sais plus, hein, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que Byrne a déclaré qu'il n'était pas vraiment intéressé par la création de cette saga avec ses personnages. Ah! Oui, il a avoué qu'Alpha Flight avait été essentiellement créé comme une équipe qui survivrait à un combat avec les X-Men, avec peu ou pas de développement au-delà. Voilà, la division Alpha aurait juste dû servir de punching ball aux X-Men le temps d'un épisode, autant te dire que ça ne sert à rien, même si ça fait classe sur un CV. Mais alors pourquoi avoir consacré autant d'efforts sur la présentation des psychologies de tous ces personnages? Alors bilan des courses, j'avoue qu'à l'époque j'avais été hypé par l'arrivée de la division Alpha dans Strange. J'avais le sentiment que cela a apporté du sang neuf à la revue, avec cette équipe de super-héros vraiment fun et original. Limite unbelievable. Tu te crois cool avec tes anglicanismes à la con? Ça va, reste tranquille, qu'est-ce qui t'arrive? T'as craqué ou quoi? Tu peux pas tester? Bien évidemment, j'allais vite déchanter dans les mois qui allaient suivre, mais ce premier épisode avait pourtant été suffisamment intéressant pour que je n'arrête pas la lecture de Strange. Je vous rappelle qu'à l'époque, ni les aventures de Daredevil, ni ceux d'Iron Man ne m'intéressaient. Je voulais vraiment arrêter la lecture de Strange, mais l'arrivée de la division Alpha m'avait laissé miroiter de vains espoirs, de plaisir. Voilà, c'est déjà la fin, mais ne soyez pas tristes comme la font, toutes les bonnes choses ont une fin, et dites-moi plutôt dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode de la division Alpha. Étiez-vous enthousiaste à l'époque, ou est-ce que vous en avez rien à foutre? Je crois savoir que vous êtes aussi partagé au sujet de Puck, n'impuissant ou n'abominable, sans faire de blague en dessous de la ceinture, dites-moi ce que vous en pensiez, ça m'intéresse beaucoup. C'était Bob Zombie, le prince de la bulle de love dans le tube, pour vous servir, les Pause Blow pour encourager mon boulot, et n'achetez pas chinois. Abonnez-vous, ça race. Et chers camarades colcosiens, j'achèverai mon odieuse présentation d'aujourd'hui en vous rappelant que Michel-Ange, Mozart, Spielberg, John Byrne ou moi-même, c'est grâce à ce genre de génie que le mot plaisir a du sens et qu'il peut être compris. A très bientôt les geeks, je vous laisse méditer sur la réflexion suivante. Certains disent que le génie est héréditaire, les autres ont des enfants. Bonsoir YouTube. Mon boulot, laisse un pause, ça serait super gentil. Je suis youtubeur, le boulot, lâche un pause.